Ça y est, ça fonctionne. Bonjour à tous. Démarrer, donc, bonjour Marisol. Bonjour. Nous allons passer à notre table ronde qui va être animée par donc, Philippe, et en la présence donc, de Rebecca Alvarez. Bonjour Rebecca, elle est responsable du tourisme à l'ambassade du Mexique en France. Bonjour Rebecca. Bonjour Sophie, bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Merci Rebecca. Marisol également Herrera, qui est agence de voyage. Bonjour Marisol. Bonjour Sophie, Philippe et bonjour à tous. Oui, alors un grand merci à Marisol, tout particulier, car vous savez qu'avec le décalage horaire, Marisol est debout à 4 heures du matin, 4h30 du matin. Merci, un grand merci Marisol pour ce dévouement. Oh, enchantée, je suis ravie d'être ici. Merci pour l'invitation. Et donc, une troisième, une table ronde exclusivement féminine, à part notre animateur en chef, Philippe. Charlotte Château. Charlotte est chargée de mission promotion touristique B2B à l'abbaye de Royale de Fontevraud. Et elle a une particularité, c'est qu'elle a également travaillé de nombreuses années au Mexique. Bonjour Charlotte. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Marisol, bonjour Rebecca. Voilà, mais écoutez, ça démarre. Je laisse la parole au maître de cérémonie sur cette table ronde, donc à Philippe. Donc oui, donc merci Sophie, merci à vous trois d'être présentes. Donc je suis très. Philippe, tu as coupé ton micro sans faire exprès. Philippe, on t'entend pas. Ah. Vous m'entendez? Ça y est. Ok, c'est bon. Ok. Donc voilà, je suis ravi d'être avec vous trois aujourd'hui, avec tous les étudiants. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image qui, parce que je vois des chats en même temps. Bon, je vais laisser Sophie à la technique. Donc pour commencer cet entretien, je voudrais juste faire une petite introduction sur le Mexique, un petit peu vu depuis ma casquette d'enseignant-chercheur. Car pour moi, du peu d'expérience, et puis Marisol comme Rebecca et Charlotte viendront compléter, nuancer, voire contredire ce que je vais proposer, mais je vais faire ma lecture à partir de quelques observations. C'est que pour moi, le Mexique aujourd'hui est l'incarnation des enjeux du tourisme et de son développement, avec des problématiques à la fois mondiales et des problématiques beaucoup plus culturelles, propres à l'Amérique centrale et à l'Amérique du Sud. Donc le premier élément que je voudrais évoquer, c'est de dire que le Mexique, en quelques décennies, est devenu une destination touristique internationale majeure. Et en quelques décennies, on est passé de 10 à 15 millions de touristes internationaux. J'ai un problème de son. Est-ce que vous m'entendez, Philippe? Vous m'entendez? Oui, mais ça coupe de temps en temps, Philippe. D'accord. Et si je me mets là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Là, c'est bon? Oui. Ok, bon. Parfait, merci. Donc, destination majeure avec une vingtaine de millions de touristes internationaux dans les années 90-2000, 32 millions en 2015 et 41 millions en 2018. Et dans les statistiques internationales, dans le sous-continent latino-américain, le Mexique est très loin devant les autres pays, puisque le deuxième pays, c'est l'Argentine, avec 7 millions, et le Brésil, 6,5 millions. Donc, il y a une avance de ce point de vue-là du Mexique qui est tout à fait importante. Et quand on regarde aussi la contribution du tourisme dans la constitution du PIB du Mexique, on est à 15% du PIB, donc ce qui est considérable. Il faut savoir que pour le deuxième pays au monde, donc ce serait le premier pays au monde, suivi par l'Espagne, deuxième place, et puis la France serait neuvième. Alors, en dépit de cette progression, on voit bien que dans les classements et dans le top 15 de l'OMT, eh bien, on voit la place du Mexique reculer, mais là aussi, c'est pour interpeller les étudiants de BTS que cette fluctuation du rang ne dit rien de la dynamique en valeur absolue. Elle dit simplement qu'ailleurs dans le monde, il y a des progressions plus fortes, avec des volumes de population plus importants. Et en effet, c'est le bloc asiatique qui est en train de prendre le relais et le bloc européen qui maintient sa position. Donc ça, c'était le premier volet de mon intervention. Deuxième volet de mon intervention sur la présentation du Mexique. Les Mexicains deviennent des touristes et alimentent pleinement ce que le géographe Philippe Violier appelle
la troisième révolution touristique ou la troisième mondialisation touristique, c'est-à-dire ce moment où partout dans le monde on voit des touristes internationaux, mais où de plus en plus de pays ont des touristes nationaux. Et alors on trouve difficilement des chiffres sur le nombre de Mexicains qui sont touristes, mais ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, dans les recettes touristiques mexicaines, 83% est assuré par les Mexicains, ce qui montre bien l'importance du tourisme national. Et j'ai une formulation que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est que le tourisme international, c'est la pointe émergée de l'iceberg touristique, alors que le tourisme domestique, c'est la pointe fondamentale du tourisme. C'est-à-dire que finalement, le tourisme est un tourisme national, des gens qui voyagent dans leur pays. Pour alimenter cette dynamique, le secrétariat du tourisme avait réalisé en 2016 une campagne qui s'appelait Viajemos Todos por México, donc pour essayer d'alimenter un petit peu le développement de la mobilité touristique nationale et assurer la diffusion touristique. Donc on voit bien que ça croise des problématiques très contemporaines auxquelles s'ajoute la dynamique MICE, et là je pense tout particulièrement à Charlotte, puisque quand on regarde dans les classements internationaux, le Mexique occupe la 22e place en nombre d'événements internationaux accueillis dans le pays. Et donc, c'est une base importante pour accueillir ce que j'appellerais des nouveaux habitants temporaires. Les touristes sont dans la famille des habitants temporaires. Vous avez les touristes, vous avez les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires, et vous avez aussi les étudiants pour un certain nombre de lieux touristiques. Et tout à l'heure, dans la présentation de l'Estua, vous avez entendu que nous avions une antenne au Sable d'Olonne. Les lieux touristiques, face à l'arrivée de beaucoup de retraités, essayent de rajeunir leur population en ouvrant des formations supérieures. Et au Sable d'Olonne, il y a des formations en BTS, il y a une licence 3 de l'Estua et un master complet. Vu de l'Europe, et pour terminer, le Mexique, c'est une destination un peu the place to be. Vous avez à la fois la civilisation aztèque et la civilisation maya, qui sont sans doute pour nous des thématiques importantes, structurantes, mondiales. C'est aussi une culture forte avec des éléments aujourd'hui qui sont passés dans la culture mondiale. Je pense au Dia de los Muertos, par exemple, qui est devenu, grâce à un des fameux James Bond, l'introduction d'un James Bond qui nous a permis de voir et de mondialiser cette image du Mexique. Il y a une autre mondialisation du Mexique aussi qui se fait de manière un peu décalée, et même si on m'a bien dit que ce n'était pas de la cuisine mexicaine, c'est tout ce qu'on appelle Tex-Mex, qui est une manière aussi de faire diffuser de la connaissance et de la culture sur le Mexique. Vu d'Europe et pour les professionnels du tourisme aussi et les chercheurs, le Mexique, c'est l'un de ces pays où il y a eu des programmes d'État extrêmement importants. Et je pense particulièrement au centre intégralement planifié dans les années 74-84, où sans doute la plus belle réussite, c'est Cancun. Et Cancun ayant réussi, il y a même Cancun Riviera Maya. Et puis maintenant, il va y avoir peut-être après Costa Maya. Donc c'est devenu aussi une des grandes rivieras touristiques du monde, une des grandes conurbations touristiques du monde. Et pour certaines des stations comme Playa del Carmen, très fréquentées des Européens, très fréquentées des Français. Et puis, il y a maintenant, et on voit moins parfois la diversification, la problématique de la diversification. Je pense donc au maïs. Je pense aussi à ce que les Mexicains appellent le turismo residencial, c'est-à-dire la venue de nouveaux habitants permanents et entre autres des retraités, mexicains ou européens. Et puis, dans le monde latino-américain, il y a des problématiques de société qui ne sont pas celles que nous connaissons en Europe. Je pense tout particulièrement au développement du tourisme alternatif et communautaire. Et là, Marisol pourra nous en parler plus précisément. Et puis aussi toutes ces problématiques autour de l'indianité, donc de cette place des sociétés préhispaniques qui aujourd'hui deviennent des acteurs du système touristique. Et nous aurons cet après-midi la rencontre donc avec la secrétaire d'État au tourisme du Yucatan et puis avec Samuel Jouot et puis deux membres de la communauté Maya et de la communauté de développement touristique de Yotsonot. Donc, ce sera pour vous, étudiants de BTS, une manière de voir un petit peu comment le Mexique aujourd'hui, pour moi, incarne pleinement les problématiques mondiales en lien avec le développement touristique. Alors, puisque j'ai un petit peu introduit le propos, je vous propose qu'on aborde un petit peu chacun des points que j'ai évoqués en propos liminaire. Et donc, Rebecca, tout d'abord, pour te passer la parole, est-ce que tu pourrais partager avec nous quels sont aujourd'hui les enjeux pour le Mexique en termes de développement touristique, à la fois sur le volet international et sur le volet national? Bonjour à tous. Bon, le Mexique est déjà depuis quelques années engagé dans une démarche de promotion touristique à l'échelle internationale, comme vous avez dit, Philippe. En effet, le Mexique était déjà en 2018 le 7e pays le plus visité au monde
est le premier d'Amérique latine, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Ceci est le résultat d'un certain nombre d'engagements et de projets des pouvoirs publics comme des entités touristiques visant à développer plus encore le tourisme sur notre territoire. À ce titre, le projet de Tren Maya est un projet touristique initié par le gouvernement fédéral et qui a pour objectif de rallier les principales zones touristiques des États de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán et Quintana Roo. D'une distance d'environ 1500 km, il permettra ainsi d'améliorer l'accessibilité à plus de 190 attractions touristiques, parmi lesquelles des nombres de zones archéologiques, de plages, des villages magiques ou encore des villes du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce projet permettra notamment de participer à l'amélioration des conditions de vie de la population locale, puis le train assurera aussi bien les transports de passagers et de marchandises. Ensuite, pour assurer notre développement touristique, nous nous basons sur des actions de communication et de promotion de nos principaux atouts. Nos villages magiques, ou pueblos mágicos comme nous les connaissons, sont un des piliers culturels de notre pays. On a compté à ce jour 132 villages magiques dans tous les pays et chacun d'entre eux a quelque chose de particulier qui mérite de s'y intéresser. À ce jour, ils constituent un élément essentiel pour assurer la relance du tourisme sur le territoire, notamment à destination des nationaux et qui sont à ce jour les plus à même de pouvoir s'y rendre, comme vous l'avez déjà dit. En effet, dans un premier temps, la réactivation sera d'abord initiée par le tourisme interne avant de bénéficier par la suite du tourisme international. Nous avons également à cœur de nous tourner vers un tourisme plus soutenable, d'engager des démarches dans lesquelles l'intégration des communautés et villages soit une priorité et où les locaux soient les principaux bénéficiaires. C'est d'ailleurs l'un des axes de notre politique touristique qui s'intitule México Renace Sostenible, dans laquelle la démarche de développement durable prend tout son sens. Afin d'assurer la promotion de ces grands axes de développement, nous nous appuyons à la fois sur notre site internet Visit Mexico, qui permet d'assurer une promotion numérique de notre destination totalement essentielle à ce jour. Il propose notamment un accès à un très large contenu d'informations touristiques, lieux à visiter, plats immanquables, recommandations, et sera prochainement traduit en français. En fait, ça sera traduit par l'ambassade. Enfin, l'événement Tianguis Turístico organisé chaque année, le dernier ayant eu lieu sous forme digitale cette semaine, nous permet de faire connaître le Mexique auprès d'un grand nombre de professionnels du secteur. Ce forum consiste à mettre en relation les professionnels du tourisme étranger qui souhaitent ajouter le Mexique à la carte de leur destination avec les professionnels mexicains qui seront capables de répondre aux attentes de leurs voyageurs. De la part de la France, cette année, il y a une participation de 5 entreprises de tourisme. Ce n'est pas beaucoup, mais bon, il y a quand même une présence importante de la France, des agences de voyage françaises au Mexique. Le dernier fut un très grand succès. 1900 professionnels du secteur provenant de 45 pays du globe ont participé à cette édition. Merci Rebecca pour ta premier élément de réponse. Marisol, de votre côté, en tant qu'entrepreneur du tourisme, est-ce que vous pouvez aussi partager avec nous votre analyse un petit peu de l'évolution du Mexique en tant que destination touristique et comment vous-même avez eu l'idée et depuis quand avez-vous lancé votre entreprise
voilà un petit retour un peu de votre expérience, puisque Rebecca est à Paris, donc parle depuis Paris du Mexique. Vous êtes au Mexique, vous êtes une professionnelle du tourisme, directrice d'une agence de voyage, Totonal. Donc voilà un petit peu votre témoignage, votre ressenti, vos observations de l'évolution de cette destination Mexique qui, je pense, en quelques décennies, s'est profondément transformée. Oui, merci Philippe. Alors, j'ai commencé mon entreprise sociale, qui est plutôt qu'une agence de voyage, c'est un tour opérateur. Bien sûr. Non, mais c'est pas grave. Non, mais les mots sont importants, vous avez raison. Oui, un tour opérateur engagé complètement avec le tourisme durable, parce qu'on fait une articulation de différentes initiatives locaux, et spécialement avec les communautés rurales indigènes. Et là, j'ai commencé il y a 9 ans déjà, et l'aventure ici à Veracruz, où je suis, le golfe du Mexique, l'entrée, la région que c'était la porte d'entrée des Espagnols, alors une région très importante dans l'histoire de notre pays. Et l'aventure a commencé, et je me suis lancée parce que je trouvais comme Mexicain et comme voyageuse que je suis depuis toujours, à découvrir des endroits super qui mettraient en valeur notre culture ancestrale. Parce que si bien c'est vrai que les deux cultures ancestrales indigènes les plus connues au niveau international, c'est les Mayas et les Aztèques, ou bien les Mexicas, que les Aztèques ont évolué pour Mexicas. C'est pour cela que Mexique, c'est un mot nahuatl qui vient de Mexicas. Et on a 56 cultures indigènes. Alors, on est vraiment une région très, très riche au niveau culturel et des différentes régions qui parlent de différentes langues ancestrales, langues indigènes encore. Et je suis tombée dans différentes initiatives de ce type. Et il y avait presque personne quand j'allais les visiter. Le gouvernement avait mis beaucoup d'efforts pour les donner des ressources pour construire des infrastructures, pour la formation des guides locaux, pour faire des trekking, de voir des oiseaux, des différentes activités autour de l'écotourisme. Mais ils ne savaient pas être formés ou accompagnés pour la commercialisation et la communication de ces projets. Et c'est là où où j'ai commencé Totonal et pour faire cette articulation et cette promotion. Alors, au niveau international, l'image du Mexique pour cette fait que vous avez mentionné, Philippe, de centre planifié et intégralement planifié dans les années 80, a mis au Mexique, bien sûr, sur le panorama international de manière très importante et forte, et on est reconnu pour ce développement très important touristique dans ces années. Mais on était dans une autre étape du développement du tourisme, hein, et ces centres sont planifiés dans les pôles les segments de soleil et plage. C'est les plages. Et spécialement Cancun. Beaucoup de gens parlent de Cancun sans trop savoir où c'est Cancun. Voilà, c'est impressionnant le marketing du Cancun comme destination. Et, mais éclate, on peut dire, quelque part, tout le reste du pays. Voilà. Alors, l'offre touristique du Mexique a été très, très, très focalisée comme une destination du soleil, quelques pyramides, les Mayas, et c'est tout. Et j'étudie en France une formation continue à la Sorbonne en gestion du tourisme culturel. Alors, j'ai commencé à apprendre que les Français, qui étaient déjà dans une autre génération de voyageurs aussi, valorisaient beaucoup de connaître vraiment les pays, mais que les all-inclusive et les Cancun, bon, il y a certains serments qui, bien sûr, qui aiment, mais une autre partie importante de la population me dit, mais c'est ça le Mexique, mais non, mais je ne veux pas Cancun, non, non, merci. Alors, j'ai trouvé là qu'il y avait un vide important
dans les foires du tourisme professionnel pour montrer une offre diversifiée et différente du Mexique. Et c'est là où je trouvais les niches pour résoudre comme tour opérateur réceptif. Voilà, cette offre bien articulée et bien gérée dans les centres et le sud du Mexique pour aider à cette diversification parce que les tendances du marché, qu'on va bientôt parler, je ne veux pas, voilà, mais c'est ça où j'ai commencé à voir que le Mexique, malgré était un pionnier dans le développement touristique dans les années 80, maintenant, on était vraiment derrière toutes les tendances de l'évolution du tourisme. Voilà, c'est ça qui arrive et mon sentir dans le tourisme alternatif, dans le tourisme durable au Mexique, c'est un défi vraiment très, très fort pour se mettre comme une destination compétitive vers Costa Rica et même la Colombie qui reprend très fort. Voilà, alors oui, on a des défis importants, mais qu'on essaye déjà, comme Rebecca vient de dire, de se remettre en place, voilà, de montrer qu'on a aussi ce type d'offres au niveau touristique. On ne vous entend pas, Philippe. Vous m'entendez? Là, oui. Oui, vous m'entendez? Oui, je disais que dans votre présentation à Rebecca et à vous-même, Marisol, on voit bien en effet des dynamiques qu'on a retrouvées dans un certain nombre de pays où le sol y playa, comme vous dites, dans les pays hispanophones, nous on dit les 3 S en France, hein, on n'a pas d'équivalent français, on dit 6 en Hanson, a été une étape de développement et peut-être une étape de développement nécessaire, mais non suffisante, où en effet les générations de touristes se succèdent et ne se ressemblent pas, et que les contextes géopolitiques et historiques évoluent. Et qu'à partir de là, de nouvelles offres existent. Et en effet, des propositions comme la vôtre sont des propositions qui viennent en effet répondre à l'évolution aussi des comportements des touristes. C'est-à-dire qu'il y a des touristes qui aiment bien le all-inclusive, mais pas que. Et que ceux qui fréquentent le all-inclusive peuvent très bien fréquenter d'autres types de destinations ensuite autour de l'écotourisme ou du développement durable. Charlotte, toi, de ton expérience du Mexique, et je sais que tu es encore en contact avec des Mexicains, puisque on en a déjà parlé, comment toi, tu as vu l'évolution du Mexique et quels enseignements tu tires sur l'évolution du Mexique comme destination touristique? Comme destination touristique, eh bien, ces 10 dernières années, ça a explosé. C'est vrai que moi, quand je suis partie en 2011, le Mexique n'avait pas encore une image de destination soleil, fiesta, comme elle peut avoir aujourd'hui. C'est vrai que comme l'ont dit Rebecca et Marisol, aujourd'hui, c'est vraiment une destination très prisée de la clientèle européenne et de la clientèle française pour cette proposition qu'ils ont aujourd'hui, comme on disait à l'instant, avec la Riviera Maya, avec Cancun, avec Sayulita, Tulum, qui sont des destinations juste extraordinaires et paradisiaques, quoi. Donc oui, c'est en explosion totale. Et justement, ce qui est intéressant aussi sur la Riviera Maya, c'est quand on regarde Cancun, Playa del Carmen et Tulum, je trouve qu'on a là aussi l'exemple de comment le produit Sol y Playa peut se renouveler, puisque Playa del Carmen, ce n'est pas tout à fait Cancun, et Tulum, ce n'est pas tout à fait Playa del Carmen. Exactement. Il y a véritablement des différences dans les modèles de développement, et là, on retrouve même des logiques de génération de développement. Ouais. Voilà, là, j'invite les étudiants qui nous écoutent, si jamais vous n'avez pas d'image de ces lieux-là, d'aller les voir. Vous allez voir comment on construit une station dans les années 70, une station dans les années 90 et une station dans les années 2000. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Et justement, puisqu'on parlait de destination, Marisol, j'aimerais revenir maintenant plutôt sur les produits, sur l'évolution des produits touristiques, sur la demande des touristes. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, depuis 9 ans, entre le début de votre aventure en termes de tourisme communautaire et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des demandes qui se sont affirmées, qui ont évolué? Est-ce qu'il y a eu des changements? Et si oui, lesquels? Oui. Alors, au début, c'était, oui, il y a 9 ans, et étaient très peu les channels, les canaux, et qui étaient ouverts auprès
pour prendre ce type d'offres de voyage pour le Mexique. Plutôt, surtout si on parle dans le secteur professionnel, et le Mexique ou bien n'apparaît pas dans l'offre des agences de voyage du tourisme durable, était Costa Rica, Colombie, Pérou, mais il laissait à part le Mexique. Alors, on devait les comprendre d'inclure le Mexique dans les offres de voyage durables. Voilà, ça, c'était un premier défi. Le deuxième défi, c'était de convaincre ou bien les tour opérateurs, les agences de voyage plus classiques, commencer à comprendre qu'ils devaient innover et inclure des voyages plus intégraux, on peut dire, pour ces clientèles. Mais il avait l'énorme défi de la formation pour les consultants de voyage parce qu'ils ne s'étaient pas habitués à vendre le Mexique d'une autre façon. C'était tellement facile déjà de vendre, voilà, Cancun, les paquets déjà faits. La même tendance au marché des clientèles qui demandait le Mexique avec Cancun et le All Inclusive et qui ne pensait pas au Mexique comme une destination culturelle ou durable ou alternative. Et là, c'était un énorme défi aussi. Bon, c'est encore un défi. Mais que oui, on a commencé depuis l'évolution, que les agences, les tour opérateurs commencent à s'engager plus et à faire aussi des efforts plus importants internement pour intégrer cette offre alternative de notre pays. Mais la formation sur la destination, c'est un énorme défi. Voilà. Et aussi qui comprend, mais quelle autre région au-delà de la péninsule de Yucatan, parce qu'on a évolué de parler de Cancun à la péninsule de Yucatan. Mais les gens, la péninsule de Yucatan, mais ne comprennent pas que c'est des trois régions, que c'est 145 000 km², c'est déjà énorme. Et la diversification aussi, la diversité plutôt de cette région. Et les à côté, encore, on a des défis pour Oaxaca, par exemple, que ma blouse, en fait, c'est fait pour des artisans de Oaxaca, que c'est une région magnifique. Marisol. Aha. Marisol. Nous avons perdu Marisol. Alors, le temps que Marisol revienne, Rebecca, est-ce que vous pouvez vous aussi rebondir sur comment l'État mexicain a développé de nouveaux produits ou de nouvelles stratégies autour de produits pour renouveler un petit peu la destination du Mexique et ne pas être cantonné ou limité au seul Playa? Vous m'avez entendu, Marisol? Oui. D'accord, pardon. Merci. Donc, nous constatons à l'heure actuelle que le tourisme routier prend une importance considérable. Les déplacements engendrés par la pandémie ont aussi un attrait grandissant pour l'usage de la voiture comme l'alternative à l'avion. Et comme ça, on peut choisir d'autres destinations au centre du pays, ou bien ceux qui habitent au nord vont choisir bien sûr les destinations qui sont à côté, soit un village magique ou une grande ville du Mexique. De fait, nos touristes nationaux privilègent la voiture, les périmètres aidant réduits à la destination de la proximité et on considère que ces touristes n'excèdent pas que 3 à 4 heures pour se rendre à une nouvelle destination. Dans cette optique, des itinéraires touristiques en voiture ont été établis pour cette même durée. On l'appelle plan de rutas turísticas terrestres. À l'initiative du ministère du Tourisme, qui souhaite voir fermement participer à la réactivation générale du tourisme.
C'est ainsi qu'ont vu les jours des circuits touristiques nationaux dans plusieurs États du pays comme des itinéraires en provenance des États-Unis pour faciliter l'accès des Américains au territoire mexicain. Pourquoi est-ce que je parle des Américains? Parce que c'est notre principal marché émisseur. Plus de 50% des touristes que nous recevons chaque année provient des États-Unis et 12% du Canada. Donc, ce sont les marchés les plus importants pour nous. Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, les voyageurs sont désormais plus attentifs au respect des conditions sanitaires, protocoles, etc. Et donc, aussi, afin d'élargir l'offre touristique, nous avons mis en place la dimension durable pour le grand public aussi. Et sur les Américains, vous nous dites que c'est votre clientèle principale. Est-ce qu'on voit les Américains dans des destinations au Mexique maintenant où on ne les voyait pas avant? Est-ce qu'il y a des nouvelles destinations touristiques internationales en dehors de la destination Sol y Playa? Parce qu'on connaît bien, nous, du côté de l'Europe, Cancun et le Spring Break, par exemple, avec de jeunes étudiants américains, et ça fait la réputation, bonne ou mauvaise, je ne suis pas là pour en juger, mais d'une destination. Est-ce que les Américains maintenant arrivent dans de nouvelles régions où ils n'étaient pas attendus, où ce n'était pas prévu? Voilà, est-ce qu'il y a vraiment ce phénomène-là qui apparaît? Oui, ils arrivent aussi, mais ils choisissent tout le temps les destinations Sol y Playa, comme Los Cabos, Puerto Vallarta, Huatulco. Ce sont aussi des destinations Sol y Playa dans les États de Jalisco, Nayarit, Baja California, Norte, Sur et Oaxaca, mais Sol y Playa. D'accord. Oui. Donc, si je comprends bien dans votre propos, la diversification, ou en tout cas la mise en tourisme de régions qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, est plutôt le fait des Mexicains qui prennent leur voiture et circulent dans le pays, plutôt que des étrangers qui, pour l'instant, restent sur certaines destinations Sol y Playa. Bon, l'objectif, c'est d'arriver aux deux marchés, oui, d'élargir l'offre touristique pour les marchés nationaux et les marchés internationaux. Mais malheureusement, c'est plus facile en ce moment, à cause de la crise sanitaire, de le faire pour le marché national. Oui, bien sûr. On sait bien que le marché national, aujourd'hui, c'est la sauvegarde des marchés touristiques. Et je ne sais pas, enfin nous, je ne sais pas si vous avez vu, je le dis aussi aux étudiants, là, il y a l'Île-de-France qui commence à dire qu'il pourrait avoir une stratégie vis-à-vis des Franciliens en disant finalement que les habitants sont les premiers touristes. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit du tourisme, je pense que c'est plutôt du loisir, mais il peut y avoir des stratégies, en effet, auprès des habitants et auprès des habitants d'une région ou d'un pays. Et pour nous, cet été, on a bien vu en France que les régions qui accueillaient beaucoup de Français ont très bien tiré leur épingle du jeu, alors que d'autres destinations très internationales étaient plus en difficulté. Alors, en attendant que Marisol nous rejoigne, et peut-être, Sophie, tu pourrais lui envoyer un petit mail pour lui dire qu'on l'a perdu. Je suis là. Marisol, super. Je suis désolée. OK. Donc, je vous redonne la parole sur… On était avec Rebecca en train d'évoquer la problématique de tourisme national, tourisme international. Donc, on vous a un peu perdu à un moment donné, donc désolé, on a enchaîné là-dessus. Donc, sur la question des produits, vos clients sont des étrangers, sont des Mexicains? Est-ce qu'il y a eu un changement de clientèle depuis 9 ans? Est-ce que vous avez plus de Mexicains qu'avant ou plus d'étrangers qu'avant et pas les mêmes étrangers? Oui, oui, je suis désolée, j'ai perdu la connexion. C'est pas grave, vous y êtes pour rien, hein, quand même. Je suis là. Alors, notre marché plus important avant la pandémie était les Français, étaient les marchés francophones, les marchés français. Et après, on était en train d'avoir une croissance significative avec les anglo-saxons, pas seulement des États-Unis, qu'on commençait à voir plus, mais des Anglais, des Australiens. Et en 13e plan, on peut dire, c'était les Mexicains. Je vois parce que les Mexicains prennent, comme Rebecca vient de dire, sa voiture et vont tout de même ou bien s'engager avec nous avec des petites expériences, des voyages très courts, mais ce n'était pas notre marché plus important. C'est pour cela que pour nous, ça a été un défi énorme, cette révolution au niveau sanitaire. Mais on va continuer à être focalisé, nos efforts vont continuer pour les marchés internationaux. Les Français
la façon où nos voyageurs, ou nos clients français aiment de voyager, c'est en hors de route, voyage en liberté, location voiture, et on articule avec tous les guides locaux l'expérience. Alors, c'est très différent pour les anglo-saxons. Les petits serments qu'on a commencé à voir, comme Rebecca dit, oui, la plupart vont dans destination de plage, mais ils commencent à avoir un intérêt, et que c'est ça qu'on a commencé à capter. Mais ils ne sont pas trop aventurières, et ils aiment bien avoir un guide avec eux tout le temps, ou bien un conducteur. C'est ça la différence plus importante entre les anglo-saxons et les français depuis notre expérience. Et alors, mais ils commencent à s'aventurer aussi, et ils aiment aussi aller dans des communautés et pas se sentir comme un touriste, voilà, un nombre seulement voilà, ils exigent, mais ils s'attendent aussi, voilà, des expériences hors sentiers battus, et voilà, c'est ça un peu les Espagnols aussi, on a eu des Espagnols. Les Espagnols, c'est un marché difficile encore, parce que l'Espagne, bien sûr, souffre aussi, les mêmes qu'au Mexique, on souffre. Voilà, le tourisme massif, l'inclusif. Hein, alors, les Espagnols aiment plus cette combinaison de, OK, l'all-inclusive est un petit peu hors sentier battu, tourisme alternatif. Et on a bien appris à faire cette combinaison voilà, OK, c'est bien, si tu aimes les all-inclusive, tu peux aller, mais au lieu de rester là 12 jours, un jour, tu peux rester 6 jours, et le reste, aller et découvrir l'autre visage du pays. Oui, je ne suis pas étonné de vous entendre dire ça. C'est des évolutions qu'on voit beaucoup, en effet. On le voit aussi dans le Quintana Roo avec Cancun, où les gens vont dans les villages aux alentours comme Ekbalag ou Yoxonote, où on sera cet après-midi, avec les cénotes, qui sont devenus aussi des lieux importants. Alors, on a abordé avec Rebecca et Marisol cette question de la durabilité. Et donc, Charlotte, je voudrais faire le lien avec toi sur la durabilité dans les événements et sur la galaxie des événements au Mexique, parce que c'est quelque chose qui, vu d'Europe, voilà, je n'avais pas mesuré à quel point le Mexique était un lieu important. Alors, toi qui as travaillé pendant de nombreuses années dans cet univers-là, est-ce que tu peux nous faire un petit tableau un peu de cet événementiel mexicain et de la dimension durabilité? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la question de la durabilité dans l'événementiel devient très important. Et si on peut aller jusqu'au bout, et je terminerai là ma question, est-ce que tu as vu des choses, est-ce que tu as été en contact encore avec des collègues mexicains sur Covid et événementiel avec le distanciel? Oui, alors c'est vrai que Covid événementiel, on va commencer par le Covid parce que c'est d'actualité, c'est un petit peu compliqué. J'en ai profité pour rappeler une de mes meilleures amies qui était mon ex-associée, parce qu'on avait lancé une agence de com et d'événementiel sur les dernières années où j'ai vécu au Mexique. Et elle travaille aujourd'hui à la OFVC, qui est la Oficina de Visitantes y bla, ¿cómo se llama? Congresos. Ah, eso, congreso, ese. Et ella me dice, en français, elle me dit que c'est vraiment un petit peu compliqué. Alors, le Mexique, eux, contrairement à la France, n'ont pas eu de confinement. Ah, il faut quand même le dire, les frontières n'ont jamais été fermées au Mexique, mais les Mexicains se sont, même si le confinement n'a pas été obligatoire, quand même un petit peu confinés. Beaucoup de choses se sont passées en visioconférence comme on le fait aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une nouvelle dynamique au niveau de l'événementiel qui se fait beaucoup comme nous via les visios. Ensuite, donc moi j'ai travaillé effectivement dans l'événementiel au Mexique, comme tu le disais Philippe. J'ai travaillé de nombreuses années à Expo Guadalajara. Expo Guadalajara, c'est le plus grand centre d'événements, on va dire, d'Amérique latine. C'est un site qui est juste énorme. Il y a à peu près 1195 événements par an, juste pour vous faire une idée. Et c'est à peu près 119 000 mètres carrés de construction.
Donc, tout à l'heure, il y a Rebecca qui a parlé de Tianguis Turístico. Donc, Tianguis Turístico a été aussi à Expo Guadalajara. Et on a des grands événements, des grandes conventions de plus de 60 000 personnes, qui est juste énorme. Et on a donc toute la partie MICE, on va dire, parce que congrès, événements, grande exposition, c'était plutôt la partie Expo Guadalajara. Et j'ai travaillé également pendant un peu plus de 2 ans en tant que responsable événementiel pour le Grupo Habita. Grupo Habita, c'est un groupe mexicain d'hôtels-boutiques. Alors, on n'a pas trop parlé des hôtels-boutiques, mais c'est vraiment une tendance au Mexique. C'est ma plus belle, pour moi, façon de voyager parce qu'on est sur un tourisme durable. Les hôtels-boutiques, ce sont des petits hôtels de maximum 50 chambres. Ça peut aller de 5 chambres à 50 chambres avec tout un univers qui est vraiment propre au Mexique qu'on ne retrouve pas en France. Si vous vous mettez par exemple sur Sayulita ou vous mettez sur Playa del Carmen et vous mettez hôtel boutique, vous allez voir cet univers de petits hôtels un petit peu particulier, vraiment respectueux de son environnement, qui est presque caché dans la nature, qui est juste spectaculaire. On est sur des matériaux qui sont naturels, sur le bois, sur la paille, etc. C'est juste spectaculaire. Et à Grupo Habita, moi, je m'occupais de tous les événements, donc autre chose qui est plutôt des événements loisirs, plutôt sur la partie mariage, par exemple, anniversaire, parce que les Mexicains aiment faire la fête. Les Mexicains aiment être tous ensemble, aiment boire tous ensemble, aiment manger tous ensemble et aiment ces moments conviviaux. Donc, cette partie événementielle est extrêmement forte au Mexique, avec beaucoup de potentiel. Donc, les mariages, ce n'est pas les mariages comme en France. C'est les mariages avec des belles robes de soirée, avec des beaux endroits, avec une décoration, mais juste spectaculaire. On a des mariages à plus de 100 000 pesos. Rebecca, Marisol, je ne saurais pas convertir en euros, mais c'est pour un Mexicain, c'est extrêmement cher. Donc voilà, on a toute cette partie événementielle qui est vraiment très forte. La partie convention, exposition, qui a vraiment une ampleur internationale. On reçoit plus de 200 pays parfois sur certaines conventions. Et la partie un petit peu plus loisir avec des événements juste incroyables et spectaculaires au niveau de l'argent investi par les particuliers pour avoir des mariages, des événements voilà, à la hauteur de la réputation de la famille. Alors là, on voit bien les dimensions. Merci. 100 000 pesos, 4 000 euros. Donc, c'est vrai que pour nous, ça ne fait pas beaucoup, mais pour un Mexicain, ça fait beaucoup. J'ai un salaire moyen, c'est entre 15 000 et 20 000 pesos. Donc, c'est énorme. Oui, il faut toujours repositionner les sommes d'argent par rapport à quel est le salaire moyen dans un pays. Exactement. Voilà, quand on arrive, nous, avec nos regards européens, voilà. C'est toujours un peu décalé. C'est pas la même chose. Exactement. Et pour compléter un petit peu ce que disaient Marisol et Becca sur les Mexicains qui voyagent au cœur de leur pays, moi, je l'ai beaucoup vécu parce que les seules fois où je suis sortie du pays en 7 ans, c'était pour aller en France, sachant que j'étais une grande globe-trotteuse. Mais là-bas, il faut savoir qu'on a à peu près 5 jours de congé par an en tant que Mexicain. Et on gagne 20 000 pesos, entre 15 000 et 20 000 pesos. Donc, au Mexique, on est riche, mais quand on sort du Mexique, on perd beaucoup de pouvoir d'achat. Donc, c'est vrai que les jeunes sont très backpackers, partent, louent des voitures, partent en camiones, en bus, et ils vont partir dans les pueblos mágicos, Querétaro, Banaïra, beaucoup de petits villages comme ça qui sont juste extraordinaires. Et ils voyagent beaucoup sur des week-ends longs, sur des ponts. Voilà. Arrêtez-moi, Marisol, Becca, si je me trompe, mais voilà. Non, mais c'est très bien ton intervention parce que ça montre déjà un peu un thème que je vais te réinterroger sur quelque chose où tu ne m'as pas répondu, mais je profite. Oh, pardon. C'est pas grave, mais Charlotte, je t'en prie. Mais juste pour les étudiants aussi, pour faire toujours un petit peu ce lien entre comment on vit le fait d'aller faire un stage ou une expérience à l'étranger. Beaucoup d'étudiants hésitent, souvent, je parle d'étudiants français, à partir à l'étranger parce que nous, ce qui nous freine en France, c'est le billet d'avion qui est souvent très coûteux pour partir loin. Et souvent, alors là, récemment, comme je pilote maintenant une licence 2 à l'ESTUA, beaucoup d'étudiants me disaient oui, mais ça nous coûte cher d'aller à l'étranger. Alors je dis sortez vos calculettes et faites le calcul. Parce que le billet d'avion coûte cher, mais la vie courante à l'étranger ne coûte pas forcément cher et beaucoup moins cher qu'en France. Parce qu'en France, par exemple, se nourrir, c'est très cher.
On a beaucoup d'étudiants chinois à l'Estua qui viennent et qui nous disent où est-ce qu'on peut acheter à manger dans la rue. Mais on n'achète pas à manger dans la rue en France. On va dans les boulangeries et le moindre menu dans une boulangerie pour manger des choses pas forcément très bonnes, on est autour de 8 à 10 euros. Alors que quand on va au Mexique ou en Chine, on peut manger vraiment pour beaucoup moins cher et très bien, et puis pour se loger. Et puis le problème du logement, nous, le logement est cher en France. Donc à un moment donné, pour les étudiants de BTS qui nous écoutent, sortez la calculette et faites une démonstration par le calcul à vos parents, parce que souvent, c'est les parents qui sont un peu aussi réticents. Voilà. Et vous verrez qu'au final, eh bien, peut-être que de passer 6 mois au Mexique, ça coûte aussi cher que passer 6 mois en France à avoir son logement, à avoir sa nourriture, à avoir ses sorties. Parce que voilà, au Mexique, ce n'est pas tout à fait la même chose que dans d'autres pays du monde. Mais c'est tout à fait ça, Philippe. Je suis complètement d'accord avec toi. Et Merci, dans la même manière, j'encourage vraiment les étudiants à partir au Mexique parce que oui, le billet est un petit peu cher. Si vous vous y prenez mal, si vous vous y prenez au dernier moment, vous allez en avoir pour 800 euros. Mais si vous le prenez avec un petit peu d'anticipation, hors week-end, hors vacances, vous pouvez trouver des billets entre 400 et 500 euros, ce qui est beaucoup moins cher. Et après, une fois sur place, comme le disait Philippe, c'est pas du tout le même train de vie. Les Mexicains, alors, les Mexicains ont une culture très forte. Ils restent généralement chez eux jusqu'au mariage. Et une fois qu'ils se marient, ils partent avec leur conjoint. Mais beaucoup, il y a une nouvelle tendance, vont commencer à sortir de leur maison familiale plutôt pour étudier. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent ensemble, qui vivent dans des grandes maisons et qui louent juste une chambre. Mais c'est dérisoire. Vous en avez pour 50 euros le mois, 100 euros le mois. C'est dérisoire. Et c'est pareil pour se nourrir, comme tu disais, Philippe. Tout, c'est comme en la calle. On mange dans la rue, on mange le tacos, on mange la torta ahogada. Et là, vous en avez pour 10 pesos, pour 15 pesos. C'est rien du tout. Rien n'est cher. La vie n'est absolument pas chère. Vous êtes les rois du pétrole là-bas avec votre argent de poche ou avec les aides que vous avez aussi parce qu'on est aidé. Ça, Philippe, tu en parleras mieux que moi. Moi, j'ai fait un Erasmus et j'avais l'aide Erasmus. Et après, je suis partie aux États-Unis aussi en tant qu'étudiante et j'avais une autre aide de 1 000 euros. Donc, il doit exister aussi d'autres aides. Partez au Mexique. Vraiment, la vie sur place est pas chère. Vous allez pouvoir voyager. Vous avez des grandes villes comme Mexico, DF, mais vous avez Guadalajara qui est super, vous avez Monterrey qui est super. Et on rebondira aussi sur ces villes parce que ce sont les 3 grandes villes qui nous envoient des Mexicains en France. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard avec Philippe. Mais vraiment, partez. Alors, je ferme la parenthèse. Là, on était dans la parenthèse comment voyager, etc. Mais je pense que c'est important quand on est dans les BTS Tourisme Day. Sur un volet où tu n'as pas apporté de réponse, Charlotte, c'était sur la question de la durabilité dans les événements, la prise en compte de la durabilité dans les événements. Est-ce que toi, de ton expérience, il y avait déjà cette préoccupation-là au Mexique, comme on la voit beaucoup aujourd'hui en Europe occidentale? Alors, moi, j'y suis allée à Expo Guadalajara. C'était déjà il y a quelques années. Donc, à l'époque, il n'y avait pas vraiment cette tendance comme on peut ressentir ces dernières années en France ou même au Mexique. On le sent au Mexique aujourd'hui, mais moi, à l'époque, je suis désolée, je ne pourrais pas te répondre à ce niveau-là parce qu'il n'y avait pas encore cette sensibilité-là. Donc, je n'aurais pas l'expertise pour vous répondre. D'accord. Donc, c'était… Alors, Marisol, oui, Marisol, allez-y. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Et il y a eu une tendance et une évolution des entreprises qui sont beaucoup plus conscients pour leurs responsabilités sociales et ambientales. Et ils cherchent des fournisseurs qui feront vraiment mesurer l'impact négatif et faire des compensations aussi de carbone pour des événements. Alors, il commence à y avoir des associations. Par exemple, nous, on connaît une association très forte à Chiapas pour la reforestation de la jungle Lacandon qui aide aux entreprises qui, pagan sus huellas de carbono, qui payent la balance pour les carbone générés, et que donnent certain argent pour la reforestation de la jungle Lacandon, ou bien, par exemple, Volkswagen. On a eu l'expérience que Volkswagen, qu'il faut savoir que le Mexique est un producteur très important de voitures Audi et Volkswagen à Puebla. Et on exporte depuis ici à l'Europe la plupart de cette voiture. Et Volkswagen nous a demandé, on aimerait faire d'événements
et avec une responsabilité ambientale et sociale, développement durable. Alors, de plus en plus, les entreprises commencent à chercher ces options. D'accord. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle, en effet, de voir qu'il y a donc des évolutions et que des évolutions significatives. Alors, justement, Marisol, puisque vous avez la parole, je vais vous la laisser. Justement, puisqu'on a un peu parlé de ces problématiques de décalage entre la vision qu'on peut avoir depuis la France d'un mode de vie après au Mexique, comme Charlotte a expliqué, avec en effet ce rapport à la fête et ce rapport au mariage, aux réunions familiales. Marisol, je voulais voir avec vous, et c'était le troisième un peu thème de notre table ronde, sur les problématiques ou la question de l'interculturalité, c'est-à-dire pour vous, entrepreneurs, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, entre des Américains, entre des Français, entre des Espagnols, entre des Mexicains, est-ce que vous avez des adaptations à faire de vos produits? C'est-à-dire que vos produits sont pensés d'une certaine manière, mais est-ce que vous vous rendez compte que, par exemple, pour certaines nationalités, il y a des choses extrêmement importantes alors qu'ils sont tout à fait dérisoires pour d'autres? Voilà, c'est cette problématique auquel il faut qu'on soit sensibilisé quand on est professionnel du tourisme. On n'accueille pas des touristes de la même manière et que la dimension culturelle, la dimension sociale de là où je viens implique un traitement touristique différent. Oui, tout à fait. Bon, j'ai déjà partagé une chose, hein, l'esprit aventurier, voilà, de Français qui aiment le tourisme durable, et voilà, location voiture, les anglo-saxons, même si non, la sécurité, pas avoir incertitude du tout. Voilà, ils vont toutes bien, voilà, et pas prendre aucun risque ou aventure, on peut dire. Risque en disant d'une manière positive, bien sûr. Et l'alimentation, c'est une autre chose. Toujours, il faut qu'on assure avec les fournisseurs parce que on a beaucoup de fruits. Si vous venez, vous serez dans un paradis des fruits vraiment et pas cher du tout. Mais parfois, dans les communautés, il y a toujours des fruits, mais pas beaucoup de salade, pas beaucoup de légumes. Alors, pour les marchés français, surtout, ils aiment beaucoup la salade, les légumes. Alors, on a fait beaucoup de travail aussi pour une alimentation qui reste mexicaine et avec des ingrédients mexicains, mais inclure plus de légumes. Parce que sinon, tu manges tous les jours tortillas, frijoles, Charlotte peut dire ça. Et non. Ouais. Et après, c'est compliqué au niveau du corps, je reconnais. Voilà, fritos, oui. Guacamole también. Ouais. Voilà. Une chose sur laquelle ils se sont adaptés aussi beaucoup, dans beaucoup de restaurants aujourd'hui, en face du plat, tu as des chiles pour savoir si ça pique, si pica ou non pica. Parce que là-bas, si tu demandes si ça pique, ils vont te dire non. Ah oui. Si, tout pique, tout pique. Donc, ils se sont aussi adaptés pour la clientèle européenne, voilà, sur ce petit point qui est, moi, au début, qui était un petit peu compliqué. Voilà, mais surtout avec les initiatives locales plus rurales qui n'ont pas eu beaucoup l'habitude, la formation comme un restaurant. Alors, il faut vraiment bien prendre soin de ça et les accompagner dans cette formation pour l'alimentation. Surtout si tu fais un long voyage, hein, tu ne pourras pas être en train de manger trop. Voilà. Ça, c'est une chose très importante. Autre, c'est la précision. Moi, ce que j'admire de la culture française, j'aime beaucoup, mais que vous êtes vraiment très analytique et très précise pour voir certaines informations. Alors, il faut qu'on soit vraiment bien concentré pour vous donner bien tous les détails, tous les horaires, voilà, la ponctualité. Accompagner aussi nos fournisseurs de l'importance de la ponctualité. C'est vrai que c'est un mythe, hein, que les Mexicains, on est beaucoup plus relaxés avec le temps. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a des Mexicains comme moi, je suis très ponctuelle et beaucoup de Mexicains, on est très ponctuels. Mais si on généralise, hein, la généralisation,
Voilà, c'est bon, mais c'est pas grave, mais 15 minutes, mais nanana. Alors, non, dans le secteur professionnel, voilà, c'est très important aussi de remarquer l'importance de la ponctualité. Ah oui, non, mais on a tous nos petites marottes et en France, on est très sensible à l'heure précise, tout particulièrement avec les trains et la SNCF. S'il y a un train à 5 minutes de retard, c'est la France qui est en plein déclin. Donc, on est un petit peu particulier sur cet aspect-là. Je suis d'accord avec vous, Marisol. Rebecca, justement, vous, de votre côté, à l'ambassade du Mexique en France, recevoir les Mexicains en France, qu'est-ce que ça implique comme adaptation de la France? C'est-à-dire, est-ce que les Mexicains peuvent aller partout en France sans aucune difficulté, ou est-ce que les gens qui veulent accueillir des Mexicains doivent aussi se caler un petit peu sur des attentes de la clientèle mexicaine, et quelles sont ces attentes de la clientèle mexicaine? D'accord. Bon, chaque année, ici en France, nous recevons 200 000 Mexicains qui viennent en France pour connaître principalement Paris, Lyon et la Côte d'Azur. Ils sont intéressés principalement pour le tourisme urbain, la gastronomie et les patrimoines culturels. Ah non, pardon, ce sont 700 000 Mexicains, 700 000, pardon. Notre principal but de venir en France, c'est des fins touristiques. Soit les 26% de ces voyages qui font des voyages dans le cadre d'un voyage en Europe pour une durée de 15 jours. Mais c'est vrai qu'ils sont plus intéressés de venir en France que de visiter d'autres pays dans la région. Je pense que c'est pour eux, ici, la France, c'est le deuxième marché le plus intéressant. Les premiers en Europe et les deuxièmes à l'étranger. Mais les villes de Mexico, Guadalajara, Monterrey sont les principaux émetteurs de touristes mexicains qui visitent l'Hexagone chaque année. Normalement, ils viennent en groupe grâce à des fournisseurs comme Marisol, bon, de ce type d'agence de voyage, mais il y a 25% qui viennent toutes seules avec les sacs à dos et qui viennent avec un budget très réduit. Mais quand même, le budget est par jour de 1000, non, pour les voyages, c'est de 1300 euros à peu près. Et pour nous, ça, c'est beaucoup. Oui. Au Mexique, 1300 euros, c'est beaucoup pour voyager. Mais bon, les touristes mexicains qui voyagent en France viennent principalement en couple, c'est les 43% de voyageurs, ou en famille, c'est les 35-37% à peu près. Et l'âge de voyage est de 35 ans, 40 ans à peu près, avec une éducation supérieure. Il y a certains voyageurs qui décident de rester en France pour faire des études ou qui retournent au Mexique pour finalement rentrer en France comme des étudiants ou d'assistants de langue, grâce à tous les programmes qu'il existe entre la France et le Mexique. Selon À Toute France, le Mexique est répertorié comme un marché d'avenir pour les destinations françaises. Le flux de touristes mexicains visant la France était en hausse avant la crise. Malheureusement, depuis un an, nous ne recevons pas de touristes. Comme vous le savez, il n'y a pas de touristes ici en France. Mais nous recevons chaque jour au moins 15 sollicitudes d'informations en provenance de Mexicains qui veulent venir en France. C'est-à-dire que la France est toujours aux pensées des Mexicains qui veulent venir. Mais bon, normalement, avant la crise, c'était un marché touristique très enthousiaste de connaître les monuments historiques, de connaître les principaux attractifs ici dans la ville de Paris. Et par exemple, il fait aussi des tours tout inclus avec des fournisseurs, soit par avion, soit en autobus. Nous sommes très habitués à faire ces sortes de voyages. Et est-ce qu'ils voyagent dans toute la France, ou est-ce qu'il y a des destinations vraiment, alors je pense que Paris, bien évidemment, mais à part Paris, on les trouve où, les Mexicains? Où est-ce qu'ils vont voyager? Lyon et la Côte d'Azur. D'accord, ok. Ils ne vont pas dans les Alpes voir le Mont Blanc, par exemple? Non.
Ils ne font pas de no-tourisme à Bordeaux, par exemple. À Bordeaux, mais ça dépend. Si ce sont des étudiants et qui c'est sa famille qui leur visite, oui. Mais normalement, non. On part à Paris, la Côte d'Azur et Lyon. D'accord. Bon, bah, c'est des choses qu'on connaît bien avec d'autres clientèles. Justement, Charlotte, sur la question des clientèles, qui est là au cœur de tes activités professionnelles à Fontevraud, est-ce que vous alors, je sais que toi, tu démarches de nombreux marchés, c'est le cas de le dire, pour faire venir donc à l'abbaye de Fontevraud. Alors, je vais te laisser quand même présenter l'abbaye de Fontevraud en quelques mots pour les étudiants, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde identifie ce magnifique lieu. Et puis, est-ce que tu peux nous parler après un peu de ton métier et des enjeux contemporains quand on veut ouvrir un site culturel de grande renommée à des marchés non européens, parce que là, on va être sur des problématiques non européennes. Oui. Donc, moi, je travaille depuis mon retour en France, donc ça va faire 3 ans maintenant, à à l'abbaye royale de Fontevraud, qui est entre Angers et Tours, qui est un grand centre culturel depuis 1963 qui accueille des artistes, mais c'est aussi un lieu patrimonial avec la plus grande abbaye d'Europe encore en état et patrimoine de l'UNESCO depuis 2000. À l'abbaye de Fontevraud, on a également des centres de séminaires avec plus de 15 salles de séminaires. On a également un musée d'art moderne, un hôtel 4 étoiles de type un petit peu boutique parce qu'on a 55 chambres au cœur de l'abbaye, dans un des monastères. Et nous avons un restaurant étoilé Michelin avec un chef qui était Bocuse d'Or. Donc, on est vraiment sur une clientèle, on va dire, assez haut de gamme, sur des voyages un petit peu VIP, immersifs, avec des gens qui sont à la recherche d'expériences autour de l'onotourisme, de la gastronomie, du patrimoine, de la culture. D'accord ? Donc, à l'abbaye, moi, je suis en charge du développement touristique, de tout ce qui est démarchage B2B, B2C, partenariat, relations presse internationale. Et là, moi, je vais vous parler un petit peu plus de la partie B2B parce que la partie business to business, c'est un peu le cœur de notre présentation aujourd'hui. C'est le démarchage des tours opérateurs, des agences, des centrales de réservation qui sont des OTA, par exemple, pour faire venir des clientèles étrangères à l'abbaye de Fontevraud. Il faut savoir qu'à peu près 40% de notre clientèle à l'abbaye est étrangère. On a des Mexicains, pas énormément, mais on en a. C'est une clientèle à fort potentiel parce que, comme tu le disais, avec le Brésil, ce sont les 2 pays les plus forts d'Amérique latine. Tu as éteint ton micro, Charlotte. Ah, zut, vous m'entendez ? Excusez-moi, c'est bon. Faire une fausse manipulation. Donc, le Mexique, c'est vraiment un pays avec beaucoup de potentiel. Comme le disait Becca, on a plus de 700 000 voyageurs mexicains qui arrivent directement en France. En plein boom ces dernières années, surtout au début 2020, juste avant la crise, parce qu'on était à une croissance à 2 chiffres. On était à 18% d'augmentation en janvier et 25% en février et mars, pouf, shutdown Covid. Donc, on a vraiment de l'espoir pour la reprise post-Covid. C'est une clientèle qui adore la France, les Mexicains. C'est le premier pays visité par les Mexicains en Europe, le 2e dans le monde après les États-Unis, comme le disaient Marisol et Becca. Donc, voilà, l'art de vivre à la française plaît aux Mexicains. Alors oui, ils arrivent à Paris. Comme le disait Rebecca, le chiffre que moi j'ai, c'est 91% des Mexicains qui arrivent en France restent à Paris. Mais on a des petits Mexicains qui se baladent et qui aiment les châteaux de la Loire. Et ça nous va parce que l'abbaye royale de Fontevraud, on est en plein cœur de l'histoire de France, des châteaux du Val-de-Loire. Et comme ils aiment le patrimoine et la culture, on arrive à capter un petit peu cette clientèle. Leur durée de séjour est à peu près de 15 jours. Alors, en Europe, en France, donc nous, on va essayer de les capter pour dormir à l'hôtel et au restaurant. On va bien sûr adapter nos produits pour les faire venir. Mais voilà, ils viennent généralement à 36% sur l'été, 25% en automne, 23% au printemps, 16% en hiver, à peu près. Donc, nous, on va tout mettre en place au niveau de nos offres pour faire venir cette clientèle mexicaine et on va s'aider beaucoup d'une organisation avec laquelle je travaille qui est Atout France.
que Becca et Marisol, vous devez connaître, qui a ses bureaux, bien sûr, au Mexique et qui nous aide sur toute cette partie démarchage de tour opérateurs, d'agences et de centrales de réservation. Alors, ils ont beaucoup de centrales de réservation au Mexique. Il y en a 4 leaders, c'est Despegar.com, Expedia, Price Survey et Best Day. Et après, on a plus de 6 000, arrêtez-moi les filles si je me trompe, 6 000 agences à peu près de voyage et on a à peu près 32 tour opérateurs mexicains, dont 14 qui envoient en France. Donc, beaucoup de potentiel sur cette clientèle-là. Donc, nous, on démarche à peu près une fois par an ou une fois tous les 2 ans avec Atout France et d'autres partenaires du Val-de-Loire pour avoir cette force de la destination parce que, comme on le disait, pour sortir de Paris, il faut vraiment avoir une offre, vu qu'il reste 14 jours, sur la destination en leur disant il y a plein de choses à faire, il n'y a pas que l'abbaye de Fontevraud, mais vous allez pouvoir boire du bon vin, manger des fouets, manger des bonnes choses locales et il y a plein de choses à voir. Il y a du tourisme fluvial, vous allez pouvoir faire du canoë, vous allez pouvoir faire de l'équitation, etc. Donc, on y va et on fait ce qu'on appelle des workshops ou, par exemple, des démarchages. Donc, un workshop, c'est quoi au Mexique? Il y en a plusieurs. Ça va être une présentation de la destination France avec plusieurs partenaires où c'est un centré sur le Val-de-Loire ou sinon sur la France entière qui va présenter toutes les offres qu'il y a à tous ces tours opérateurs-là. Ce sont des rendez-vous qui sont préprogrammés d'à peu près 20 minutes où vous avez 20 minutes pour essayer de convaincre ce tour opérateur de vous programmer et de faire venir les Mexicains en France. Merci Charlotte pour cette présentation. Alors justement, on a fait un peu la tour des thématiques qu'on voulait aborder tous ensemble et on avait donc bien indiqué, et tout le monde était d'accord, pour avoir un peu un échange aussi avec les étudiants de BTS. Voilà, on a dit beaucoup de choses. Donc voilà, vous avez peut-être des questions, des demandes de compléments, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors il y a 2 possibilités. Chacun va faire comme il veut. Soit vous indiquez par la petite main, le petit signe de la main, que vous voulez prendre la parole, on vous la donne, allumez votre caméra, que l'on vous voit. Et puis sinon, dans le chat, on pourra aussi relayer des informations ou des questions si vous en avez. Donc, à vous de prendre la parole, les BTS. Alors, moi, je vais intervenir au nom de l'IMS parce que Hélène, tu m'as envoyé des questions hier. Donc, je sais que vous avez des questions à poser. Donc, est-ce que tu veux bien la poser en direct? Ça sera, vous les poser en direct, ça sera aussi chouette. Hélène. Hélène, IMS. Voilà. Oui, elle est là, Hélène. Oui, je suis bien là, pardon, je n'arrivais pas à rallumer le micro. Voilà, vas-y Hélène, puisque je sais que vous avez préparé des questions. Oui, alors il y a eu déjà pas mal de réponses en fait dans les questions. Nos étudiants avaient préparé quelques questions pour cette table ronde. Une des questions qui était posée, c'était est-ce qu'il y a des régions qui n'étaient pas touristiques avant le Covid et qui sont maintenant visitées? Je pense que ça doit faire le lien avec la clientèle mexicaine qui doit davantage voyager. Et la deuxième question, c'était à partir de quand le Mexique a-t-il commencé à devenir une destination incontournable? Alors là, qui veut prendre la parole? Peut-être sur la première question, les destinations qui n'étaient pas touristiques avant le Covid et qu'ils deviennent. Marisol et Becca, peut-être avez-vous quelque chose à dire? Oui, alors, c'est pas tout à fait une évolution d'un village qui n'était pas touristique et qui est devenu touristique comme ça, mais que sont plus visités autour des grandes villes. Parce que c'est plus proche. Par exemple, Hidalgo, c'est une région très proche de la ville de Mexico et que commence à avoir plus de visites. Sont plus demandées, ou bien Puebla, des villages autour de l'État de Puebla, que c'est aussi une destination proche de la ville de Mexico. Alors, surtout, c'est ça, les mouvements autour des grandes villes
c'est là où c'est plus fort la demande maintenant. Oui, c'est ça. Merci. Isabelle, vous pouvez répéter la deuxième question parce que malheureusement, je ne l'ai pas notée. Je le ferai pour la prochaine fois, mais je n'ai pas noté votre deuxième question. Je reformule la question. Donc, c'est à partir de quand le Mexique a-t-il commencé à devenir une destination incontournable? On a eu quelques éléments de réponse dans la présentation. Voilà, alors, je ne sais pas. On va avoir le point de vue, par exemple, on va avoir le point de vue de tout le monde là. Comment vous, de là où vous avez observé le marché touristique mexicain, à quel moment il y a une bascule, quoi. À quelle période se fait la bascule de ce Mexique qui devient the place to be, quoi. Bon, ça dépend, Philippe. Par exemple, Acapulco est devenu une destination incontournable du Mexique pendant les années 50-60 à peu près. Après, c'était pendant les années 70, Puerto Vallarta. En fait, il y avait beaucoup de films d'Elizabeth Taylor et d'autres artistes américains qui ont été filmés à Puerto Vallarta pendant les années 90. Et c'était jusqu'à la fin du dernier siècle que Cancún est devenu la destination incontournable pour les Américains et d'autres étrangers. Mais je pense que maintenant, soit une tendance mondiale ou soit un programme du gouvernement, c'est vrai que chaque année, les villes magiques et les destinations du tourisme soutenable sont devenues des endroits à visiter, forcément, si vous allez au Mexique. Marisol, votre analyse? Oui, tout à fait. Acapulco, ça est devenu complètement, comme Rebecca vient de partager. Et je crois que aussi, dans mon expérience en France, cette cartoon animé de Trésors Mayas, comment s'appelait les petites abeilles mayas? Maya l'abeille. Voilà. Ça aussi, je suis tombée d'une manière très fréquente. Bon, désolée pour mon français. Souvent. Et souvent. Et voilà, de penser à la culture maya. Et je crois que la culture maya a pris plus de force à partir de la fin de 1990, 2000. Voilà. Et oui, mais je partage complètement ce que Rebecca a expliqué. Voilà, je crois que c'était dans les années 1960 pour les films américains qui Mexique a été aussi mis en place pour une destination incontournable. Oui, je confirme. C'est vrai qu'on a un peu, on oublie un peu tous ici depuis l'Europe que Acapulco a été vraiment un lieu extrêmement important dans la mise en tourisme du Mexique et sans doute le premier ancrage très fort, et qu'il y a eu quand même des voyageurs au 19e siècle. Hein. Le site de Tulum a été découvert par des Anglais au 19e siècle. Bon voilà, il y a quand même toute une histoire qui à un moment donné se révèle, mais que finalement on s'est porté à notre connaissance tardivement, mais ça existe depuis un petit moment. Charlotte, tu voudrais compléter sur cette question de The Place to Be ou pas? Ça marche pas. Si ça marche, on tu m'entends? C'est bon? Oui. Non, c'est exactement ce que viennent dire les filles. Après, sur la partie aujourd'hui qui est très à la mode, c'est la Riviera Maya, Cancún. Et je pense qu'il y a vraiment une explosion sur ces 5 dernières années pour toutes les images qu'on a vues passer sur les magazines, sur la télé, les reportages comme par exemple Nikos qui présente, c'est quoi? C'est 7 à 8, non, c'est pas 7 à 8, ça c'est Rosendahl. Je sais plus. Il y a beaucoup de beaux reportages qui sont faits sur la rivière Maya. 50 minutes inside, me dit-on. Oui, 50 minutes inside. Il y a plein de reportages en ce moment sur le Mexique. Et ça fait que ces dernières années, c'est vraiment devenu une attraction touristique pour les jeunes, pour tous les backpackers. Et voilà, je dirais ces 5 dernières années pour Cancún. Et après, bien sûr, ce qu'ont dit les filles juste avant. Alors, on a des questions sur le chat, mais je vois qu'il y a une jeune fille qui est debout, qui attend sans doute pour poser une question à lycée Colbert. C'est bien ça? Donc, je vous vois, je sais pas, j'ai l'impression que vous voulez poser une question. Donc, je ne vais pas vous laisser poireauter comme ça. Allez-y. C'est Pauline qui voudrait vous. Allez-y, Pauline. Oui, bonjour. J'avais une question. Ah, d'accord. Vous entendez ou pas? Oui, allez-y.
ça sonne un petit peu, mais allez-y. J'avais une question concernant la sécurité au Mexique, car souvent, étant français, on entend certaines choses justement par rapport à la sécurité. Et j'aurais aimé savoir si il y avait des zones plus conseillées pour faire un stage, par exemple. Alors, je vais laisser, allez-y, mesdames, qui veut prendre la parole? Je vous en prie. Bah, si vous voulez, je vais juste faire une petite aparté parce que j'ai vécu ça quand je suis partie il y a 10 ans. Ma maman, elle voulait pas me laisser partir au Mexique. Ma famille avait fait un push pour pas me laisser partir au Mexique parce qu'on avait cette réputation de narcotrafiquants, de violence qui était très vive il y a 10 ans. Alors, il fut un temps, bien sûr, c'était très dangereux. Aujourd'hui, je vais vous dire sincèrement, les 7 années que j'ai passées au Mexique, il n'y a pas une fois où je me suis sentie en insécurité. Je me suis sentie moins en insécurité à Guadalajara qu'à Paris la nuit. Après, c'est comme dans toute grande ville, c'est comme dans tout pays, vous savez ce que vous pouvez faire et vous ne pouvez pas faire. Si vous êtes une femme, vous ne vous baladez pas à 3 heures du matin toute seule, mais je ne le ferai pas à Paris non plus. Et après, il y a d'autres zones qui sont un peu plus compliquées. Et là, les filles vous en parleront peut-être mieux que moi, Becca et Marisol. Mais moi, il y a certaines zones où on m'a dit, tu n'y vas pas. Bon, bah voilà, j'y vais pas. Voilà. Après, Guadalajara, Mexico DF, Monterrey, ce sont des villes qui sont très, très sûres. Et là, il n'y a vraiment aucun problème. Surtout ces dernières années, vraiment aucun. Becca, Marisol, je vous laisse prendre la parole aussi sur cette question de la sécurité, qui est une question importante, en effet. Rebecca, je ne sais pas si tu veux. Oui, bien sûr. Bon, je pense que si vous allez au Mexique, si vous allez à n'importe quel autre pays, surtout si ce sont des grandes villes, il faut faire attention tout le temps. Comme Charlotte a dit, je me sentais plus sécure, surtout pendant la nuit au Mexique qu'ici à Paris. Maintenant que j'habite ici. Mais bon, il faut faire attention tout le temps. De notre part, comme ambassade, comme consulat, l'année dernière, je me souviens, nous recevons au moins une personne, un Mexicain qui venait au consulat pour nous poser des plaintes parce qu'ils ont perdu leur passeport ici à Trocadéro. Imagine-toi ici à Paris, la ville la plus grande du pays. Et je pense que tous les Mexicains qui viennent ici pensent qu'ici en France, ils ne seront pas jamais volés. Mais par contre, c'est une ville qui pose des risques, comme d'autres. Ouais. Et bon, si vous allez au Mexique, il faut faire une vigilance constante, comme si vous étiez ici avec votre portable, avec votre porte-monnaie. C'est normal. Dans toutes les zones touristiques, il y a des voleurs, il y a des personnes malvivantes qui posent un risque. Mais ça ne veut dire pas que le Mexique, c'est dangereux. Et juste pour rajouter un petit peu, le Mexique, c'est un pays d'énormes contrastes. Okay? Ça, c'est important à dire. Alors, tu peux vivre vraiment, tu peux te sentir très à l'aise, comme Charlotte a partagé, dans les grandes villes, certaines régions des grandes villes, hein, parce que les grandes villes aussi ont des régions que tu ne vas pas, voilà, et prendre certaines précautions, voilà, comme les filles viennent de dire. Mais on a eu à Totonal déjà des stagiaires qui ont resté avec nous et à Puebla et à Playa del Carmen, dans les 12 endroits. Et jamais on a eu un problème de sécurité avec eux, ou bien avec nos clients, les voyageurs qui voyagent avec nous et qui prennent sa voiture et s'aventurent. Jamais on a eu aucun problème. Les communications, les médias, fait beaucoup d'emphasis dans les problèmes parce que c'est part de la vente et aussi de beaucoup des intérêts. Mais tu ne vas pas arriver au Mexique et te sentir que les narcotrafiquants sont là en train de se battre ou qu'ils vont te mettre un rifle. Jamais. Vraiment, dans toute ma vie que j'ai vécu ici, m'est arrivé quelque chose comme ça.
voilà, c'est malheureusement, voilà, beaucoup d'influence pour tous les conflits depuis toujours qu'on a eu avec les États-Unis et les drogues, et qui passent par ici et qui se produit ici, mais qui restent dans des régions et très, voilà, très, ouais, c'est ça, pardon. Bah, ce sont des régions qui sont concentrées, en fait. Donc, si vous n'allez pas dans cette région-là, bon, bah voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Et puis, je pense que c'est important de dire, comme ce qu'on dit Marisol et Becca, les problèmes que vous allez avoir au Mexique de la vie courante, ce sont les mêmes que vous allez avoir en France. Et concernant les narcos, il faut bien, moi, j'en ai jamais vu, déjà, en 7 ans. Voilà, parce que on sait où ils sont, on n'y va pas. Et les narcos se tuent entre eux. Ils vont pas te tuer toi, voilà. Ils se tuent entre eux, donc voilà. Franchement, voilà. Non, mais merci de ces témoignages. En effet, je pense aussi, pour juste apporter un élément de comparaison, parce que j'en vois beaucoup d'étudiants, moi, au Yucatan. Hein. Vous allez voir Samuel Jouot cet après-midi, donc je le connais bien depuis très longtemps. Et j'ai envoyé, et entre autres, j'avais la problématique d'envoyer des jeunes femmes au Yucatan, parce que bien évidemment, là aussi, il faut bien identifier qui on est quand on arrive quelque part et qu'on est des fois plus visible dans certains espaces que d'autres, parce qu'on apparaît jeune, femme, visiblement pas mexicaine, mais venant d'Europe. Et donc, pour beaucoup de personnes, ça peut être associé à des signes de richesse. Donc, forcément, pour des gens qui sont dans le dénuement, ce que disaient Marisol et Rebecca, voilà, vous avez ces problématiques-là. Je crois qu'il faut aussi avoir à l'esprit que voilà, quand on arrive quelque part, on se pose la question du lieu où on est et on prend des éléments d'information. Et quand on voyage au Mexique, on se renseigne avant, comment je pars, est-ce que je peux y aller, etc. Vous n'aurez pas là, j'ai un camarade qui a travaillé sur le Chiapas, qui a été donc un lieu très agité, mais il m'a dit il n'y a eu aucun problème. Mais vous posez la question de je pars à quelle heure, à quel jour, et quand on sait qu'il y a des mouvements, tout le monde sait finalement, l'information circule très bien et on sait quand est-ce qu'on peut circuler en toute sécurité. Il ne faut pas avoir une lecture à la française, je dirais, de l'espace public qui est je pars quand je veux, comme je veux. C'est pas ça. Et ce que nous vivons en France, et on a des discours sur l'insécurité en France qui, moi, me font doucement rigoler un peu parfois parce que, voilà, on ne se rend pas compte de la chance que nous avons en France dans la mobilité dans l'espace public, même s'il y a des difficultés, alors que dans la plupart des pays du monde, cette question-là se pose tous les jours pour tout le monde et pas que pour les étrangers. Alors, je vous propose, pour terminer, alors il y a une question sur les Mayas, donc je propose qu'on la garde pour cet après-midi quand on va rencontrer Samuel Jouot. Et puis, il y a une question qui a été posée. Alors, vas-y, Gérard. A utilisé le chat pour poser un certain nombre de questions. Alors, Gérard, prenez la parole. Sur le tourisme durable. Gérard, si vous voulez activer votre micro et vous exprimer en direct. Voilà, ça sera sympa. Plus sympa. Et votre caméra également, qu'on vous voit. Eh bien, voilà. On a activé la caméra. Activer la caméra. La caméra. Allô? Oui, on vous entend, oui, vous entend. Bonjour, vous nous entendez? En fait, oui. C'est pas Gérard, c'est un étudiant qui a posé la question, donc on va le laisser parler, c'est Tristan. Alors Tristan, allez-y. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Eh bien, parfait. Ben, comme j'ai décrit dans le chat, je me demandais si c'était possible de lier tourisme de sol y playa, comme on aime bien le dire, et le tourisme durable. Donc, j'ai pris l'exemple de Cancun, mais je me posais la question sur le tourisme de sol y playa en général. Voilà. Merci de votre réponse. Merci, Tristan. Becca, Marisol, qui veut prendre la parole sur cette question? Oui, la parole, Marisol. Marisol. Merci. Bien sûr qu'on peut lier le tourisme de sol y playa avec le tourisme durable. Il y a en fait de plus en plus des hôtels qui sont à la plage commencent à faire des efforts pour minimiser ces impacts négatifs au medio ambiente. Et aussi, voilà, les petites structures, faire la neutralisation les huellas de carbono. Et aussi la façon de les produits qu'ils utilisent ou qu'ils conseillent à ses clients pour aller dans la mer. À la Riviera Maya, on commence à voir de plus en plus des initiatives pour la reforestation du coral et pour utiliser des embarcations sans moteur.
des petites veleros, par exemple la lagune de Bacalar, que c'est pas la plage, mais qu'on peut, voilà, ça peut ressembler un petit peu. Des guides qui font le snorkeling ou de diving. J'ai oublié les mots pour les buceo. La plongée. La plongée, merci. Qui sont plus spécialisés et que font aussi une sensibilisation de l'importance de prendre bien soin, d'utiliser moins et moins de plastique. C'est un grand défi pour les sols inclusifs, bien sûr, mais qui commence quelques à faire des efforts pour minimiser les offsets. Et dans des autres petites destinations, tu peux faire expérience hors sentières battues dans des destinations de plage moins connues avec les hôtels boutiques que Charlotte nous partageait et que là, c'est complètement un tourisme durable dans Sol y Playa, voilà, avec les Sol y Playa. Alors, il faut chercher ça à Tulum, il y a un effort qui essaye, il y a beaucoup de choses encore à faire à Tulum, mais qu'ils essayent que soit cette combinaison de éco et Sol y Playa. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Bien sûr, Charlotte, vas-y. Tu parlais, je ne sais plus le nom d'étudiant, mais tu parlais de Cancun. C'est vrai que Cancun a émergé dans une dynamique de all inclusive. Mais tout le reste de la Riviera Maya est vraiment dans cette dynamique de tourisme durable. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu vas faire du snorkeling, de la plongée, etc., où tu n'as pas le droit d'aller dans l'eau avec de la crème solaire. On parlait tout à l'heure de Sayulita. Tu as des hôtels boutiques qui ont émergé, qui sont juste extraordinaires. J'aime prendre cet exemple. C'est l'exemple de l'hôtel, tu pourras chercher sur Internet, Sayulita, S-A-Y, pas Sayulita, Azulik, A-Z-U-L-I-K. Azulik, c'est une architecture qui a été faite tout en bois et où tu n'as pas l'eau avec laquelle tu te laves, c'est l'eau des cénantes, tu n'as pas d'électricité. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de durabilité. Et ça, de plus en plus, que ce soit à Holbox, qui est une petite île pas très loin de Cancun, qui est quasiment en face, où là, c'est pareil, on est vraiment sur du tourisme durable. Il n'y a pas de voiture sur cette île-là. Ce sont que des vélos ou des petits trucs électriques pour que les hôtels viennent vous chercher avec vos bagages. Et vous êtes à pied, il n'y a pas de route, c'est que du sable. Vous mangez vos langoustes, etc., grillées à même le sable sur la plage. Donc, on est vraiment dans cette dynamique hors Cancun, parce que Cancun, c'est vraiment une autre dynamique. Sur le reste de la Riviera Maya, c'est vraiment à fond sur le tourisme durable. Voilà, ce qui montre bien dans vos réponses la diversité des produits et des pratiques touristiques aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez aussi une diversification de la clientèle touristique selon les générations, l'histoire, l'expérience touristique. Et il faut imaginer qu'il y a des gens qui adorent aller à Cancun et qui sont très heureux d'aller à Cancun. Et Cancun, c'est un certain type de produit Sol y Playa, mais qu'il y a aujourd'hui d'autres manières de faire du Sol y Playa parce que voilà, les générations d'aujourd'hui ne sont pas les générations des années 1960, 1970. Je vous rappelle qu'en France, on a eu la mission Racine, on a construit des stations un peu à la Cancun parce que ça correspondait à l'accès au tourisme des sociétés européennes et que c'était très important. On ne ferait plus ça en France si jamais on construisait de nouvelles stations, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Et Toulouse, c'est vraiment sur une clientèle européenne et oui. Peut-être que ce qui est all inclusive, c'est plutôt une clientèle américaine, spring break. Voilà, exactement. Ce n'est pas le même projet, je pense. Ce n'est pas le même projet. Voilà. Voilà. Après, si vous voulez des plages totalement durables, eh bien, vous faites Koh Lanta et là, vous serez tranquille. Hein. Vous aurez quelque chose de totalement naturel. Mais je ne suis pas sûr qu'on court tous après les plages Koh Lanta. Voilà. Mais vraiment, regardez Holbox, c'est quasiment du Koh Lanta pour le tourisme. C'est incroyable. Voilà. Bah, écoutez, Rebecca, Marisol et Charlotte, merci beaucoup pour votre présence et votre participation à cette table ronde. J'étais très heureux d'échanger avec vous et j'espère que… Alors Charlotte, on se connaît, on s'est déjà rencontrés, mais que Rebecca et Marisol, j'aurai l'occasion de vous voir à Paris ou à Veracruz. Je serai ravi de venir vous voir. Je vous remercie infiniment et je passe la parole à Sophie, donc, qui est à Cognac-Jet, ça fait un peu à l'ancienne, donc pour terminer le programme de la matinée. Non, merci infiniment. Merci Charlotte, merci Marisol pour l'animation. J'espère que ça vous a plu, c'était riche de partage, d'enthousiasme.
minutes. Je connais bien Charlotte, donc elle a, voilà, mais Becca, Marisol, vous aussi, vous avez contribué largement à nous faire découvrir ce magnifique pays qui nous donne envie d'aller vous voir d'ailleurs. Voilà. Vous serez très bienvenue. Et si vous décidez de venir étudier à l'ESTUA, moi je donne des cours pour les masters Mondo Latino, donc on aura le plaisir de se retrouver là-bas. Exactement. Voilà. Tout à fait. Bon. C'est toujours trop court, hein. On n'a pas pu poser sans doute toutes les questions, mais bon, on a un timing. Merci de votre implication. On vous souhaite une bonne fin de journée à tous les trois. Bon petit déjeuner, Marisol. Oui. Bonne nuit, Marisol. Merci. Bonne fin de... À bientôt. Merci, Marisol. Au revoir. Merci. Au revoir, Charlotte. Merci. Au revoir, Rebecca. Au revoir. À plus tard. Au revoir. Bien, les amis, eh bien, écoutez, on a récupéré notre retard, c'est formidable. Alors, maintenant, nous allons passer, je vous ai envoyé un lien dans le chat, WooClap, où là, on va passer au vote des photos, parce qu'on a reçu toutes les photos de tous les établissements. Donc, vous avez jusqu'à 14 heures pour voter, sauf pour votre photo, bien évidemment. Vous pouvez voter pour toutes les autres photos, sauf pour la vôtre, ce qui va de soi. On l'a diffusé très largement au sein de l'université pour que les votes soient variés, divers et variés. Donc, il n'y aura pas de privilèges en soi. Donc, on vous souhaite à tous un bon appétit. Et puis, n'oubliez pas de voter pour le concours photo. Voilà, on se retrouve désormais à 14h30 pour la restitution des résultats de l'Escape Game et du concours photo. À très vite. Bon appétit à tous.